Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mustafa Ouriagli, enseignant-chercheur à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Université Ali Malek Saadi. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous quelques clés, quelques outils, quelques règles nécessaires à l'élaboration d'un projet de fin d'études, ce qu'on appelle plus communément le mémoire. Que vous soyez en 6e semestre, en fin de licence, ou que vous soyez en 4e semestre de master, vous serez amené, pour sanctionner, un peu pour couronner votre cursus, vous serez amené à élaborer un travail écrit sur un sujet donné. La première des choses évidentes à savoir, c'est que l'élaboration d'un mémoire ne signifie pas simplement noircir des feuilles et des feuilles pour arriver à une quantité donnée, 80, 100 pages, les relier et ensuite les remettre à l'enseignant en espérant qu'il ne les lira pas, ne les corrigera pas, ne les évaluera pas. C'est une idée reçue assez courante chez les étudiants, mais c'est loin de correspondre à la réalité. En réalité, pour qu'un mémoire de fin d'études soit acceptable, il faut qu'il suive un certain nombre d'étapes. Et que dans chacune de ces étapes, il respecte un certain nombre de règles. Le travail de mémoire est donc un travail fastidieux qui demande un investissement en temps, en énergie, en réflexion et peut-on dire aussi en argent. Ce qui signifie que lorsqu'on s'engage dans un processus comme celui-là, on sait qu'on s'engage sur plusieurs mois. Et partant, est-ce qu'on va s'engager sur plusieurs mois dans un sujet qui ne nous intéresse pas ou qui nous repousse? A priori, non. Ce qui m'amène à la toute première règle, qui est celle du choix du sujet, ou plutôt qui est la réponse à la question « Quel sujet choisir ?» ou « Comment choisir mon sujet ?» Eh bien, j'ai tendance à croire qu'il y a deux manières ou deux écoles. Une première catégorie d'étudiants qui souhaitent travailler sur une thématique donnée. Pendant leur cursus, ils vont avoir des affinités avec le droit social ou le droit pénal, par exemple. Et donc, arrivés au bout de leur cursus, ils vont vouloir sanctionner ce cursus par un mémoire sur le droit social ou le droit pénal. Leur choix du sujet et partant leur choix de l'encadrant se fera en fonction de la matière qu'ils aiment et dans laquelle ils veulent approfondir leur recherche. D'un autre côté, vous avez des étudiants qui choisissent d'abord l'enseignant. Ils ont des affinités avec tel ou tel enseignant pour sa méthode, sa manière d'aborder les choses, et donc ils vont décider qu'ils feront leur travail de fin d'études avec tel enseignant, peu importe le sujet. Et bien que vous fassiez partie de la première catégorie ou la seconde, je me permettrai juste de vous dire, réfléchissez bien. Les deux méthodes sont bonnes, les deux méthodes sont pertinentes, dans le sens où l'étudiant va vers ce qu'il aime, soit dans la personne de son encadrant, soit dans la nature de la matière qu'il aime. Mais en aucun cas, n'optez pour des sujets par défaut. N'optez pas pour des sujets par défaut. Parce que l'un des plus grands écueils qui va vous guetter, c'est le fait de s'ennuyer parce qu'on n'aime pas la matière, ou c'est le fait de bloquer à un moment donné du parcours parce qu'on n'a pas toutes les clés de compréhension de la matière. Donc la phase de réflexion avant de choisir le sujet, avant de proposer un sujet à un enseignant ou avant d'accepter le sujet que vous propose un enseignant, la phase de réflexion est cruciale. Souvent tendance à dire, on ne se marie pas sur un coup de tête. Lorsqu'on décide d'épouser une personne, c'est un projet à long terme
et donc il faut que cette personne soit compatible avec nous à long terme. Il en va de même pour un sujet de projet de fin d'études, de master ou même de licence. Nous serons amenés à cohabiter avec ce sujet pendant un long moment. Donc il est préférable que ce sujet ait des qualités qui nous conviennent. Il est préférable que ce sujet rentre en résonance avec ce que l'étudiant aime faire. Une fois que le sujet est choisi, commence la phase de la recherche documentaire. Alors, encore une fois, il y a chez les étudiants, chez beaucoup d'étudiants, des idées reçues et des préjugés négatifs qui circulent amplement. Parmi ces idées reçues, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se prendre la tête à passer des heures et des heures sur les bancs de la bibliothèque, ou de passer des heures et des heures à faire des recherches sur Internet, puisque, en cherchant un peu, on peut trouver des sujets similaires et se contenter d'une simple action de copier-coller pour en sortir un bon compte. Eh bien, là encore, c'est une idée reçue, c'est vrai, largement répandue, mais largement erronée, dans le sens où il est vrai qu'il y a des étudiants qui passent à travers les mailles du filet en faisant un travail de copier-coller sans se faire attraper par le radar, si j'ose dire. Mais il est vrai que la majorité des enseignants, lorsqu'ils encadrent des travaux de fin d'études, le font avec une certaine rigueur et donc perçoivent, remarquent lorsque le travail est un plagiat. L'enseignant qui encadre l'étudiant le connaît. Il connaît son niveau intellectuel, il connaît son niveau culturel, il connaît son niveau linguistique. Et donc, si cet étudiant va plagier des auteurs francophones avec un niveau de compréhension de la matière différent, avec un niveau de maîtrise de la langue différent, il ne peut pas duper son encadrant. Je ne peux pas du jour au lendemain me transformer en Chateaubriand ou en Balzac. Donc, cette idée reçue de facilité a certes réellement des manifestations concrètes, mais elle recouvre une partie minoritaire de la réalité. La partie majoritaire de la réalité, c'est qu'il y a des étudiants sérieux qui font leur mémoire de fin d'études de manière rigoureuse, sous l'encadrement d'enseignants rigoureux aussi. Que va signifier pour nous cette rigueur dans la première étape du travail qui est la recherche documentaire? Eh bien, d'abord, qu'est-ce qu'on va chercher? Lorsqu'on a un mémoire de fin d'études, de licence ou de master à préparer, que l'on a déjà choisi le sujet et que l'on a déjà obtenu l'accord de notre encadrant, eh bien, on va se lancer dans l'océan de la documentation et on va chercher des ouvrages généraux, des ouvrages spéciaux, des mélanges, ce qu'on appelle communément la doctrine, des thèses de doctorat bien entendu, des mémoires de master. Je déconseille fortement l'utilisation des mémoires de licence pour une raison simple, c'est que dans la multitude des mémoires de licence disponibles sur Internet, beaucoup sont d'une qualité douteuse. Donc, partant du principe de l'empêchement du subterfuge, ou sadd dari'a, eh bien, je vous conseille purement et simplement de ne pas les utiliser. Fixez-vous comme minimum les mémoires de master. Vous avez ensuite des articles parus dans des revues spécialisées papier. Je pourrais citer la revue de droit international des affaires, la Remalde. Ce sont des revues scientifiques spécialisées dans les sciences juridiques, à titre d'exemple, et qui paraissent sous format papier. Vous avez également, et de plus en plus, des revues en ligne. Et alors, il faut distinguer deux types de revues. Les revues spécialisées en sciences juridiques, sciences économiques, sciences sociales, et les revues de presse ou les revues généralistes. Elles n'ont pas la même valeur
en tant que documentation de la mémoire de fin d'études. Bien entendu, les revues spécialisées viennent avant les revues généralistes ou la presse généraliste. Ce que j'ai oublié de citer et qui est l'évidence des évidences, c'est qu'on commence par chercher les textes de loi ou les textes réglementaires ou les textes fondamentaux qui régissent le sujet que je dois traiter. Pour me retrouver dans cette multitude de documentation disponible, notamment sur Internet, pour ne pas me perdre, pour que ma recherche soit efficace, il y a quelques petites règles à suivre. La première étant la précision des éléments recherchés. Il est vain d'essayer de chercher des éléments généraux parce qu'on va se retrouver avec un très très grand nombre de résultats. Et ensuite, nous devrons passer un temps assez conséquent à trier ces résultats. Le fait de rentrer les bons mots-clés, de rechercher les éléments de manière la plus précise possible, va nous faire un gain de temps et un gain d'efficacité considérable. Bien entendu, si les éléments que je recherche sont trop précis et que ça ne me donne aucun résultat, dans ce cas, je recule d'un cran et je vais vers quelque chose de plus général, et ainsi de suite. Il est à savoir que la deuxième chose importante à prendre en considération, c'est que toutes les ressources que vous allez trouver ne sont pas de valeur égale. Tout ce qu'on va retrouver sur Internet, notamment, n'est pas crédible. Et donc, il faut faire attention à la crédibilité de la source de l'information. Lorsque je trouve une donnée intéressante ou une information intéressante, la première des choses à faire, c'est voir d'où elle vient. Est-ce qu'il y a son auteur? Est-ce qu'il est cité? Est-ce qu'il y a une institution crédible qui a édité cette information ou cette donnée? Est-ce qu'il y a des institutions crédibles qui ont repris cette information ou cette donnée, etc. Si l'endroit sur Internet où je trouve mon information me semble peu crédible, ou si je n'ai pas le nom de l'auteur de la donnée ou de l'information que je veux citer, s'il manque des données, eh bien, ça enlève de la crédibilité à cette source, et je vous dis donc, essayez de l'éviter. Troisième règle, c'est que une source n'est pas suffisante. Si vous êtes en train de chercher des informations sur un sujet donné, disons que vous êtes en train de travailler sur le droit international du travail, et que vous retrouvez un livre, un ouvrage extrêmement riche, extrêmement bien écrit, fouillé, synthétique, une perfection dans la doctrine. Eh bien, en aucun cas, cet ouvrage ne sera suffisant. Une source seule n'est jamais suffisante, quand bien même ça serait une source d'une grande richesse. La règle, c'est la multiplication des sources au maximum. Il n'y a jamais trop de sources, il n'y a jamais trop d'informations. C'est l'inverse qui est vrai. C'est l'absence, la carence, la pauvreté des ressources, des sources et des informations qui va être remarquée et non pas l'inverse. L'inverse va être remarqué de manière positive. La multiplication des sources, le croisement des informations sont des éléments positifs. Lorsque j'ai une information qui me vient d'un auteur, cet auteur est crédible, certes, mais je ne dois pas me contenter de sa crédibilité a priori. Je dois prendre son information et essayer d'aller la confronter à d'autres points de vue pour voir est-ce qu'elle a été consolidée, est-ce qu'elle a été réfutée. Il faut donc croiser les informations pour en augmenter la crédibilité. Et enfin, les hiérarchiser. Les données qu'on va recueillir, encore une fois, ne sont pas de valeur égale, donc il faut savoir les hiérarchiser. Une information qui vient d'un texte de loi aura toujours plus de valeur
qu'une information qui n'existe que dans la doctrine, et cette information dans la doctrine aura toujours plus de valeur qu'une information qui est parue simplement dans la presse généraliste. Donc, hiérarchisez vos informations pour leur donner de la valeur. Cela étant dit, la ressource que vous allez le plus utiliser, ce seront les ouvrages, les livres de droit. Alors, il y en a de toutes sortes. Vous avez les mementos, qui sont de courts ouvrages très synthétiques. Vous avez les manuels, vous avez les cours, vous avez les ouvrages analytiques, et ça va jusqu'aux traités qui ambitionnent l'exhaustivité. Et donc, vous avez des ouvrages de droit qui vont de 50, 100, 60 pages à plus d'1 millier de pages, certains avec un langage juridique ardu, d'autres beaucoup plus abordables. En tout état de cause, il y a une très grande variété d'ouvrages juridiques et de thèses de doctorat. Variété, certes, mais la plupart de ces ouvrages juridiques ont un point commun, c'est qu'ils sont assez hermétiques dans leur abord. Pour dire les choses de manière triviale, ce ne sont pas des livres qui donnent envie d'être lus. La plupart du temps, on y a recours parce qu'on est contraint. Parce qu'on est contraint par une recherche, parce qu'on est contraint par la préparation d'un examen, parce qu'on est contraint par l'élaboration d'un mémoire. Donc la plupart du temps, c'est une contrainte. Et c'est rarement une démarche spontanée, parce que la prose des ouvrages de droit est rarement une prose agréable. Ce qui fait qu'il y a une idée reçue, encore une fois largement répandue chez les étudiants, c'est le fait de ne pas aimer les ouvrages juridiques et de considérer l'ouvrage juridique comme une difficulté. Et c'est une vision complètement biaisée, puisqu'en réalité c'est l'inverse. Ce n'est pas l'ouvrage juridique ou la thèse qui sont les difficultés, mais l'ouvrage juridique ou la thèse sont la réponse à la difficulté. La difficulté, c'est l'examen à passer. La difficulté, c'est le mémoire à élaborer. La difficulté, c'est la dissertation à faire. La difficulté, c'est une note de synthèse à faire, etc., etc. L'ouvrage est une réponse à cette difficulté. L'ouvrage est un allié pour surpasser cette difficulté et non pas l'inverse. Et une fois qu'on a considéré comme ça, une fois qu'on a considéré l'ouvrage comme un allié et non pas comme un ennemi, son exploitation devient beaucoup plus paisible, si je puis dire. Deuxième chose à savoir sur les ouvrages juridiques, et qui va nous, je dirais, une deuxième chose qui va nous apaiser dans notre relation à l'ouvrage juridique, c'est que, au-delà de son contenu, un ouvrage juridique dispose la plupart du temps d'une liste bibliographique. Donc, au-delà de son contenu, l'ouvrage nous donne accès à encore plus de documentation. Combien de fois, vous, comme moi, n'avons ouvert un livre de droit que pour aller directement à la bibliographie et voir si dedans il y a des références qui pourraient nous intéresser. La bibliographie d'un ouvrage est une richesse au moins égale au contenu de cet ouvrage. Une autre chose à savoir, et qui revient à ce qui a été dit avant, c'est que même si je tombe sur le meilleur des livres du monde, je ne dois pas m'en contenter. Ne jamais utiliser un seul livre, c'est une des plus grandes erreurs que peut faire un chercheur en licence. En master, n'en parlons pas. Et enfin, une règle qui devrait sembler évidente, mais qui ne l'est pas, encore une fois parce qu'elle est biaisée par une idée reçue fallacieuse, c'est le fait de citer systématiquement les auteurs. À chaque fois que j'utilise une expression, une phrase, un exemple d'un auteur,
je le cite. Je cite l'auteur, je cite l'ouvrage de cet auteur, je cite la maison d'édition, je cite l'année d'édition et je cite la page d'où provient ce que j'ai utilisé. L'idée reçue biaisée qu'il y a chez les étudiants, c'est le fait de dire « je dois faire croire à mon encadrant que j'ai produit des choses ». Et donc, si je, entre guillemets, si je vole un paragraphe quelque part, je ne vais pas mettre son auteur, l'enseignant va croire que c'est moi qui l'ai rédigé et donc il va croire que j'ai apporté une valeur ajoutée. C'est faux. L'enseignant, il va juste constater que vous avez plagié. À l'inverse, si vous citez systématiquement tous les auteurs que vous utilisez, si vous citez toutes les références que vous utilisez, ça donnera une richesse à votre travail. Les notes de bas de page seront extrêmement riches et diversifiées et ça donne un message positif à votre encadrant et ça donne un message positif aux gens qui auront à vous évaluer. Ils vont se dire, cet étudiant a cherché beaucoup de sources différentes et il a été honnête, il les a toutes citées. Alors que le premier cas, l'enseignant encadrant ou les enseignants évaluateurs vont juste se dire, cet étudiant nous a pris pour des idiots et il a pensé qu'on n'allait pas voir que cette production n'est pas de lui. Donc, citez les auteurs. À ce stade, nous avons choisi notre sujet, nous nous sommes mis d'accord avec mon encadrant, j'ai passé pas mal de temps à chercher de la documentation avec méthode et j'ai accumulé assez de documentation pour commencer la phase suivante qui est celle de la rédaction. Alors, la rédaction d'un mémoire de fin d'études de licence, d'un mémoire de fin d'études de master, obéit à 90% aux mêmes règles que la rédaction d'une dissertation juridique. Je dis à 90% parce que la seule différence, c'est que dans un mémoire de fin d'études, on ajoute les notes de bas de page. On référence absolument tout. Alors que dans une dissertation, il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas de référence ni de source. La première étape, lorsqu'on veut, la première étape de la rédaction, est une étape conceptuelle, qui est celle qui consiste à élaborer un plan. Et élaborer un plan, c'est diviser la difficulté. Dans l'école juridique francophone, mais c'est également le cas dans d'autres disciplines, le principe, c'est que le mémoire de fin d'études doit être fait en 2 parties. Exceptionnellement 3, mais la plupart du temps c'est 2 parties équilibrées dans le fond et dans la forme. Donc il faut bien qu'on commence par diviser notre sujet, notre problématique, au moins en 2. Et ensuite, chacune des 2 parties en 2, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la méthode cartésienne. Et pour citer Descartes, il disait « diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. » Autrement dit, diviser la problématique en autant de parties qu'il est possible, et une fois que l'on aura fait cette division, elle nous donnera le plan que l'on va suivre. Ce plan, divisé selon la méthode cartésienne, doit être une réponse aux interrogations suscitées par l'introduction. C'est pour cela que l'introduction n'est jamais rédigée séparément du plan. Les deux, en général, sont conçus ensemble. J'élabore mon plan. Ce plan va appeler une introduction, ou je dirais plutôt, il va appeler la fin de l'introduction, puisque l'introduction, comme on va le voir, elle doit regrouper un certain nombre d'éléments, et c'est la dernière partie de l'introduction, qui est celle de la problématique et l'annonce du plan,
c'est cette dernière partie qui doit raccrocher l'introduction du déroulement du développement. C'est la partie problématique. La problématique, la plupart du temps, sera sous forme d'une question ou plusieurs questions, et ces questions vont trouver face à eux des parties du plan que l'on va annoncer. Alors, il y a différentes logiques de plan. Si on prend un sujet, par exemple, si on prend le sujet de la responsabilité civile, eh bien, on peut trouver qu'il y a plusieurs logiques de plan pour traiter cette problématique. Une logique de plan, principe, difficulté d'application. Quels sont les principes de la responsabilité civile? Première partie. Quelles sont les difficultés pour les mettre en œuvre? Deuxième partie. Une deuxième logique de plan, c'est principe, exception. Quel est le principe de la responsabilité civile? Première partie. Quelles sont les exceptions ou les limites de la responsabilité civile? Deuxième partie. Une troisième logique de plan, c'est la logique chronologique. Avant une réforme, après une réforme. Une autre logique de plan, qui est très largement utilisée dans les actes de colloque, mais pas que, c'est également utilisé dans les mémoires de fin d'études, c'est la logique qui consiste à mettre en première partie un état des lieux ou un bilan, et en deuxième partie, des mesures à prendre ou une vision prospective. Une dernière chose à savoir, c'est que votre mémoire de fin d'études sera ou aura deux piliers fondamentaux, comme l'ensemble de vos études francophones. Eh bien, les deux piliers fondamentaux, c'est le droit d'un côté et la langue française de l'autre. C'est valable également pour l'économie et la langue française, et c'est valable pour toutes les disciplines qui sont enseignées en langue française. Vos deux outils, vos deux piliers, c'est le droit et le langage juridique francophone. Ce qui veut dire que vous avez des choses à respecter, vous avez des éléments à respecter, non seulement dans le fond et la forme du droit, mais également dans le fond et la forme de la langue utilisée. Et donc, il faut essayer au maximum d'éviter beaucoup trop d'expressions littéraires. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter le langage littéraire, je suis en train de dire qu'il faut le maîtriser. Ne pas laisser la prose juridique se faire déborder par de la prose un peu trop littéraire. Utiliser le style littéraire tant que c'est maîtrisé. Il faut également éviter de démontrer, d'exprimer trop directement son point de vue. Il faut essayer d'éliminer le maximum d'expressions de l'ego. Le je, le moi-je, le je pense que doivent être éliminés. Il y a des manières rhétoriques particulières pour exprimer son point de vue sans que cela y ressemble. Par exemple, au lieu d'affirmer, on peut poser une question. Et dernier élément, et qui est aussi un écueil qui guette les étudiants en droit, c'est la mauvaise utilisation du jargon. Notre discipline est très riche en langage technique spécialisé, qu'on appelle le jargon, et parfois l'étudiant utilise des éléments de jargon sans être parfaitement sûr de leur sens. C'est extrêmement contre-productif. Enfin, dernière chose intéressante à traiter pour ce qui est de l'élaboration du mémoire, c'est la rédaction de l'introduction. Alors, bien entendu, pour ce qui est du développement, si vous avez correctement fait le travail de recherche documentaire, si vous avez correctement fait
le travail d'élaboration du plan, la rédaction du développement restera quasi mécanique, un travail de remplissage avec un petit travail de finition. Ce qui va nécessiter un peu plus de réflexion, c'est la rédaction de l'introduction. On dit souvent, vous avez certainement souvent entendu que l'introduction est la partie la plus importante d'un travail écrit du type mémoire de fin d'études. Et c'est vrai. Cette importance transparaît notamment dans le fait qu'il y ait des éléments obligatoires que doit comporter une introduction et une manière particulière d'enchaîner ces éléments. Il y a quelques différences sensibles entre les auteurs, entre les encadrants, mais dans l'ensemble, la philosophie est la même. On commence une introduction par présenter les notions clés qu'on va étudier. Quand je dis les présenter, ça veut dire les présenter, en parler et les définir. Toutes les définitions possibles et imaginables. Des définitions, bien sûr, du dictionnaire, littéraire, définitions doctrinales, définitions jurisprudentielles, définitions légales, etc., etc. Il n'y a jamais trop de définitions. Vient ensuite un aperçu historique de la notion. Alors, si on parle d'une notion extrêmement récente, il n'y a pas d'histoire à évoquer. Mais si l'on parle, par exemple, d'un élément de droit civil qui existe depuis le droit romain, qui existe depuis 2 ou 3 000 ans, eh bien là, on ne pourra pas faire l'économie d'un petit développement dans lequel on évoque le développement, la progression historique de la notion. Troisième élément, c'est lorsque la notion que l'on veut étudier, l'idée qu'on veut étudier, a des notions qui lui ressemblent, qui sont un peu voisines, différentes mais semblables. Et bien dans ce cas, il faut qu'on fasse un petit développement pour comparer ces différentes notions semblables et voisines, pour les comparer et les différencier les unes des autres. Vient ensuite, à proprement parler, la problématique. La problématique veut dire quoi? Veut dire le sujet que je veux traiter, je dois trouver un angle pour l'attaquer. Il n'y a pas une seule manière de traiter un sujet. La manière de traiter un sujet va dépendre toujours de l'angle par lequel on va attaquer cette problématique. Et donc, ma problématique, la manière avec laquelle je vais la rédiger, doit correspondre au plan que je veux suivre. Le plan doit être une sorte de réponse à la problématique. Il est à savoir que vous pouvez la formuler sous la forme d'une seule question, comme vous pouvez segmenter cette question en sous-problématiques. Et enfin, la dernière partie d'un plan, d'une introduction, c'est l'annonce du plan. Donc, présentation des notions et leur définition, aperçu historique le cas échéant, comparaison avec des notions voisines le cas échéant, annonce de la problématique, annonce du plan. À ce stade, vous avez fait une très grande partie de votre travail et il ne va vous rester que le remplissage à proprement parler et la finition. Que veut dire la finition? Eh bien, c'est tout ce qui est peu important dans le fond, mais qui est extrêmement important dans la forme et qui va permettre que la lecture soit fluide, que la compréhension soit fluide. Il s'agit par exemple des phrases introductives. Il s'agit des phrases de transition. Il s'agit de ce qu'on appelle les chapeaux, c'est-à-dire ces paragraphes, ces phrases ou ces paragraphes par lesquels on introduit un chapitre. Il s'agit des conclusions de chapitre. Il s'agit en somme de toutes les parties, de toutes les phrases qui vont servir de liant, qui vont servir la fluidité de l'expression et de la compréhension. Dernier élément important de finition, c'est la rédaction des titres.
autant que possible, essayez de rédiger des titres dynamiques et non pas des titres figés. Ce n'est pas toujours évident. Pour le faire, il faut à la fois maîtriser son sujet et avoir une aisance dans l'utilisation de la langue. Si c'est votre cas, n'hésitez pas. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de mal à faire des titres figés. Alors, j'espère que ces quelques informations vous seront utiles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si je peux vous être utile outre mesure, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo. Je vous remercie et vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.